Je suis à l'aise autant que faire se peut, quoi. C'est un peu comme le James Bond, hein, et les bons James Bond et les mauvais James Bond. Bon bah, on est au Chili. Maintenant on va faire la douane. Ouais, j'ai l'habitude des caméras. Mais c'est pas moi le sujet habituellement. Dans la vie, je travaille chez Gitana depuis que je suis né quasiment. J'ai peur que le film marche pas si je suis l'acteur principal. Vous couperez ? Passage du Horn demain dans la journée. Le terrain n'est pas précis encore, mais c'est à peu près ça. Nouvelle à suivre. Je suis Cyril Dardachti et je suis directeur général de l'équipe Gitana. Sébastien Sanson, je m'occupe de tout le bureau d'études. Sébastien Sanson, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille avec nous. C'est un élément incontournable de l'équipe. Là, j'ai fait une photo, je lui ai envoyé. David Boileau, c'est le boat captain de Gitana 17. C'est quelqu'un qui est capable d'intervenir sur le bateau n'importe où et sur n'importe quel sujet parce qu'il le connaît par cœur. C'est son corps. 1 mille du Horn. Là, on est bon. Non, il est pas passé, Je suis Pierre Tissier et je suis directeur technique de l'équipe depuis 2014. Pierre Tissier, c'est David Boileau mais à terre. Il connaît également le bateau par cœur. C'est le directeur technique. Il en connaît toutes les subtilités. Il a un peu plus, on va dire, de hauteur par rapport à David qui est vraiment dans le vif du réacteur. Yes. T'es pas loin. Regarde. Il est là. Voilà. Ils viennent d'annoncer à Charles que c'est Yann qui est dans l'avion qui le survole. Et il dit sérieux ? Yann Rioux, il a toujours été à bord pour tout ce qui était images et également marin puisqu'il fait partie de l'équipe de navigants lorsque nous avons des courses en équipage. Ça y est, il y est. Il a passé le Cap Horn. Retour en Atlantique. 30 jours, 4 heures, 38 minutes et 40 secondes depuis le départ, d'après la télémétrie de Nicole Gruyère. Je m'appelle Nicolas Legrière. Je suis responsable des systèmes embarqués à bord de Gitana 17. Tout l'électronique qui permet de garantir la sécurité du bateau. C'est un sujet global. Nicolas Legrière, c'est vraiment notre spécialiste électronique et des systèmes embarqués. C'est quelqu'un qui est impliqué comme j'ai rarement vu et qui ne lâchera jamais rien. Voilà, c'est fait. Dernier cap, le prochain, c'est la Bretagne. Peut-être qu'on se dit un peu tôt, on va pouvoir se détendre un peu. On est quand même encore un peu tendu parce qu'il y a une bonne prune qui passe quand même le Horn en même temps que Charles et qui doit le repropulser en Atlantique Sud et le faire remonter assez loin, assez facilement, mais elle est compliquée à gérer. La cellule routage nous avertit qu'attention, devant, il y a le vent qui va forcir, comme c'était un petit peu annoncé sur les fichiers depuis quelques jours. Et là, on a toutes nos alarmes qui sonnent un peu simultanément et de façon graduelle, et où on voit que le vent monte jusqu'à atteindre, je crois qu'on a vu 70 nœuds de vent apparent. Donc c'est un peu chaud, donc on est là-dessus, on est tendu, mais on est soulagé d'avoir passé le Cap Horn.
Je venais de finir mon quart. On était en attente en avant des Malouines, on ralentissait, on laissait passer le vent fort. Il y a eu beaucoup de négociations avec Charles pour ralentir, pour prendre le deuxième riz. Il n'a pas voulu prendre le deuxième riz. Bon, je vais me coucher sur ça. Julien prend son quart. Je lui dis d'insister aussi sur le deuxième riz. On avait réussi à le faire patienter 48 heures une première fois. La deuxième, on n'a pas réussi. La deuxième, non, la patience, c'était pas c'était pas le sujet. Il s'engage dans cette prune. J'étais dans un mode où il fallait que je ralentisse. Et je pense que, un peu par fatigue ou flemme, je décide de ne pas prendre mon deuxième riz. Et je me fais surprendre par du mauvais temps, par un grain. J'ai déjà 50 nœuds et il y a plus devant moi. Donc il faut que je réagisse là. Et en plus, il y a la côte sous le vent et des bateaux de pêche. Donc je suis pas manœuvrant. Et si le vent tourne un peu, je vais à la côte. J'ai pas d'escape. Mon escape, c'est d'aller dans la côte. Donc je prends mon riz un peu tardivement. Et là, voilà, il y a un petit bout qui casse qui vient couper la GV. Et donc là, il nous envoie une photo et il dit bon bah voilà, j'ai fait une bêtise et on a un problème sérieux. C'est la piqûre de rappel. On se dit là, c'est pas fini en fait, il faut rester concentré. Je me fais réveiller par Julien au bout d'une heure ou deux. Et il me dit c'est la cata, la GV est déchirée, c'est la crise. Déjà, c'est un peu l'effondrement parce que Charles, il est vraiment pas bien. À ce moment-là, on l'a au hôtel et ouais, il est en bas. Bon, là, je suis fatigué. Et les dernières 24 heures ont été horribles. Il y a eu une mer, mais alors, on avait pourtant laissé passer le plus fort, mais désastreuse. C'était l'horreur. Le bateau tapait. C'est presque là que je me suis fait le plus peur pour le bateau, donc j'étais au ralenti. Et là, je me dis, mais voilà, je vais devoir m'arrêter. Et si je m'arrête, on relance la course. On avance, ça va fond. Donc je m'en veux énormément. De toute façon, il faut pas qu'il s'en vaille. Et puis, la décision de prendre le riz, c'était la bonne. Et dans 45 nœuds, celui qui fait pas de conneries. Donc là, c'est le branle-bas de combat chez nous. Là, on décide de se rejoindre en fait en cellule de crise pour voir un petit peu quelles sont les différentes alternatives, comment on va essayer de résoudre ce problème-là. Ça sent le truc où, dans tous les cas, faut temporiser. On se dit bon bah on va faire deux choses. Il y a une partie de l'équipe qui va un petit peu prendre les devants, préparer le matériel. Est-ce qu'on prépare la GV? Et probablement prendre un avion. Ça vaut peut-être le coup. Dans le doute, j'ajoute. Dès que Charles annonce que la grand voile est déchirée, on envoie tout de suite une équipe à Montevideo pour pouvoir éventuellement récupérer la grand voile, la réparer. Chacun va de son côté. Moi, je me retrouve à Madrid, du coup, en stand-by entre la France et puis l'Amérique du Sud, parce qu'on savait pas si finalement on allait réussir à échafauder un plan pour réparer la grand voile, ou s'il allait devoir s'arrêter, auquel cas on aurait dû intervenir en Amérique du Sud. Dans le même temps, à la base à Lorient, on commence à préparer le protocole de réparation en lien avec Norsail. On regarde un petit peu comment on peut justement réparer cette grand voile en la sécurisant et du coup en évitant de s'arrêter. Dans l'ordre, il faut prioriser ce qu'il doit faire. Et au-dessus, la plate pour bloquer. Pour tout lier, il a percé, il met ses plaques, il passe. On va commencer à envisager un arrêt à Montevideo. Cet arrêt-là, en fait, on est en train d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir à le faire. Au début, on n'envisage pas de solution pour réparer. Mais moi, j'ai le sentiment que la déchirure, elle n'est pas grosse, en fait. Quand j'envoie ma première photo, la photo est mal prise, et enfin, en tout cas, la façon dont elle est prise donne l'impression que la déchirure est énorme. Et puis finalement, je leur dis, mais c'est pas énorme, quoi. Et je leur renvoie une photo avec les dimensions. Et là, ils se disent, mais attends, ça vaut pas le coup de s'arrêter. On va trouver une solution pour réparer. Il y a Yann Andrion qui est là, on a échangé avec Yann et Gauthier pour effectuer une réparation. Et il est plus que motivé pour réparer, donc on y va. C'est ça qui est incroyable avec Charles tout de suite. Il change de mode et il se met en mode guerrier. Il dit c'est bon, s'il faut j'y passe 3 jours, j'y passerai 3 jours, mais je vais la réparer la voile. Nous on estime le nombre d'heures de travail.
en l'ayant fait, parce que là, pour le coup, et on essaye de faire ça au maximum. Alors, il y a des choses qu'on peut pas reproduire à terre, mais bon, là, on avait une ancienne voile, des lattes. Faire des puzzles, je lui aurais bien donné, tu sais, pour qu'il les perce dans le cockpit. On s'est vraiment mis dans les conditions du bord, hors l'environnement bateau. On a pris les outils qu'il avait, les tiges filetées qu'il avait, et donc, on avait passé 1 heure et quelques à préparer tout le matériel avant, et 1 heure et quelques pour faire la voile. Donc, on avait dit, bon, à bord, allez, x2. Et au final, la première partie, il l'a fait quand même en moins de 2 heures, donc à peu près ce qu'on a pensé, mais c'est la deuxième partie où je pense qu'il a dû faire un nombre d'allers-retours entre le bateau et la baume à monter-descendre qu'on avait un peu sous-estimé. Une dizaine d'heures pour faire la répa. Et en plus, pendant ces 10 heures, du coup, on n'avait pas de nouvelles. Pour nous, c'est toujours stressant parce qu'on sait que il va devoir monter, descendre dans la GV, aller en bout de baume. Il s'est affalé la GV plusieurs fois, donc c'est une opération qui est fatigante. Quand il n'y a pas de nouvelles pendant plusieurs heures, c'est sûr que c'est stressant. On a proposé un truc hier, en fait, j'ai emmené une ancienne GV ici qu'on a réussi à faire ici. Du coup, on lui a proposé la procédure hier, il a commencé ce matin et il a presque fini. C'est juste en dessous du rideau. Ouais, c'est ça. Là, plutôt des lattes, des bouts et du Sika, quoi. On est là à surveiller les capteurs, on se dit, ah bon, là, il doit quand même être là parce que il a bordé un peu la grand voile ou il a monté un peu la grand voile, parce qu'on a les capteurs de course, par exemple, donc on regarde ça, on se dit, bon, s'il est en train de bouger ça, c'est qu'il est là, on n'a juste pas de nouvelles, mais c'était long quand même. Ouais. Une dizaine d'heures sans nouvelles, jusqu'au moment où il nous a dit, c'est bon, je repars. Ouais. Je m'en suis voulu après de pas avoir dit, tout va bien. Mais je m'en veux tellement d'avoir déchiré cette grand voile que je donne tout pour la réparer et repartir le plus vite possible. Et je suis dans mon truc et je vois pas la journée passer. En fait. Et à la fin, je me dis, mais j'ai commencé, il faisait jour, et le jour se levait, et j'ai fini, il faisait presque nuit, quoi. On se rend compte que la réparation tient. Charles nous dit qu'il est plutôt assez confiant. Il avait affalé la grand voile pour regarder un petit peu comment se comportaient les différentes réparations. Ça tenait, donc il renvoie et il nous dit, non, c'est bon, on continue. Et après, l'idée, c'était de se dire, la réparation, elle marche, mais combien de temps elle va tenir ? Et donc, du coup, plutôt que de faire rentrer l'équipe directement dans la mesure où elle était déjà de l'autre côté de l'Atlantique, je me dis, on va les faire remonter déjà à Recife. Si jamais, entre-temps, il se passait quelque chose, au moins, j'aurai une équipe sur place. Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas donné les nouvelles. On a un peu la gueule, peut-être. Première blessure hier. Voilà, je me suis entaillé le bras. J'ai voulu me battre avec l'éolienne. J'ai pas fait attention, je suis passé à côté. L'éolienne qui a gagné. C'est mon bras qui est passé dans les pales de l'hélice. Plus de peur que de dégâts, j'ai eu très mal. Dans 10 heures, il sera à notre latitude, à la latitude de Recife. On croise les doigts pour qu'il se débrouille tout seul. Il n'y a pas besoin de nous. Donc là, nous, on remonte petit à petit l'Amérique du Sud. Donc on était en Uruguay, Punta del Este, et là, on va sur Recife pour suivre le bateau. Cette partie-là, c'est la partie où il a encore du vent, quoi. En fait, c'est quand il va arriver sur Recife, ça va se casser la gueule. Dans la Non, c'est pas optimiste. Ça fait peur, quoi. Julien, il est objectif. Mais Charles, il est plus dans le... Ouais, et puis il est affecté, je pense. Parce que c'est dur. Mais on voit pas le bout, quoi. Et puis en plus, la météo est plus contre nous, quoi. Et nous, on attend. On espère qu'on attend pour rien. C'est ça, surtout. On espère qu'on attend là et qu'il s'arrête surtout pas. Donc en fait, on espère attendre pour rien. Ça, c'est bien, ça. Proche de lui, on est plus proche de lui. Ouais, physiquement et donc psychologiquement. Donc le bateau passe devant Recife. Petit moment de doute, on a une douzaine d'heures où potentiellement il peut encore s'arrêter, mais bon, ça s'arrête pas. Et puis après Recife, on est rentré. Alors, vous n'avez pas fait vos affaires ?
On croit que c'est fini, mais c'est jamais fini en fait, c'est ça le truc. Et puis à peine arrivé, en fait, se pose la question de savoir s'il faut s'arrêter aux Açores. On a une grosse dépression en fait qui se met en plein milieu de la piste et notamment dans l'Atlantique Nord. Les conditions dans le golfe de Gascogne ne permettaient pas à Charles de boucler en tout cas la course d'une traite, sinon ça le faisait attendre entre 48 heures et 72 heures à faire des ronds dans l'eau devant les Açores. Tout le monde est là? Bon, déjà j'ai pas revu les Brésiliens, donc bonjour aux Brésiliens. Et donc pour le moment, il n'y a pas de possibilité de rejoindre Brest compte tenu du fait qu'on a une météo avec une grosse dep qui fait qu'on va être obligé probablement de faire une escale à Horta. Le problème était de se dire, on n'a pas besoin techniquement de s'arrêter, on fait passer la dépression et on passe derrière. On aura été le seul bateau finalement à faire le tour du monde sans escale. Je trouve que ça avait de la gueule. Et après, il fallait aussi rester pragmatique et se dire que c'était une course. Dans la mesure où on avait le droit de s'arrêter, pourquoi pas l'utiliser? Donc c'est un peu une décision difficile à prendre parce que ça change l'histoire. Ça aurait été beau de ne pas s'arrêter. Mais à un moment, moi, je suis en mode, je veux juste gagner la course. Le résultat, c'est ce qui compte. Et là, c'est plutôt moi qui prends la décision de m'arrêter. Et donc, je le suis et je lui dis, bon, ok, très bien, on s'arrête. Et là, tout de suite, on envoie une équipe pour pouvoir l'accueillir aux Açores. Donc là, on fait nos valises. Après l'atterrissage, on soit en capacité de le rejoindre le plus vite possible. Donc j'imagine si on atterrit à 10h, j'espère qu'on pourra être à la marina vers 11h30, midi. Là, on le rejoint. Dans 3 heures. Le temps de prendre l'avion à 8h, d'atterrir là-bas à 9h45 et d'aller à la marina. Derrière moi, on distingue l'île d'Horta. Donc la décision a été prise de s'arrêter à Horta, aller tout droit, se jeter dans la dépression. Avec l'avance que j'avais, ça me plaisait pas. La raison l'a emporté, la sagesse. On voit une voile là-bas. Ouais. Dans le grain là-bas. Il nous attend. Charles, on monte sur le bateau et salut, ça va, enfin, c'est comme si on l'avait vu 2 heures avant finalement. C'est pas comme s'il partait et qu'on le revoyait 50 jours après. Il est super lucide, il a l'air affûté, pas trop fatigué. Il arrive, on lui dit d'aller se coucher, mais il me dit bah non, je vais plutôt rester pour vous aider. Après moi je pensais aider toute l'après-midi puis dormir cette nuit quoi. Tu vois, mais manger un truc, peut-être aller bouffer. Déjà, je m'étais jamais arrêté aux Açores, donc je trouvais ça très sympa de s'arrêter aux Açores. Et là, je retrouve des gens qui sont très importants, très proches de moi dans le projet, qui sont toujours là derrière moi, qui ont vécu la course intensément, donc c'est sympa. À un moment, je me disais même, j'aurais aimé glisser le tissu sous la latte. C'est vraiment un moment à part parce qu'on le récupère finalement en petit comité. Lui, il est un peu dans son nuage. Nous, on est à fond parce qu'on sait que la course n'est pas finie et puis qu'il doit repartir dans 2 jours. Alors qu'il vient de faire le tour du monde, qu'on est finalement très proche de la maison. C'est confirmé que ça part demain? Non, le CEP, c'est pas de ça, ça peut le faire. GFS a empiré et CEP D'accord. Donc c'est au fichier demain matin qu'on sort. Ouais, mais il n'y a pas d'urgence à partir de demain. Parce que c'est un départ à 18h le soir. Ouais, il y a un peu de temps. Vaut mieux le faire reposer un peu et puis... Il n'y a pas de solution où tu peux partir et t'abriter quoi. Bah si, mais c'est long. Après, si je prends pas la Fiat demain, je sais pas si ça dimanche. Le tour encore, même si je repars lundi. Si tu veux, il est tout près de moi, mais il a un anticyclone entre lui et moi et il finit au près. Il y a le 17 à côté, là, je me suis dit, je sais pas s'il y a le droit à se faire sur les bornes, mais...
tant pis. Si, vas-y, c'est vachement bien. On est un peu comme dans un rêve. C'était assez drôle ça, à ce moment-là. On passe les traits en noir et on inverse, on fait ça bleu et ça blanc. Et donc on passe 2 jours et demi à préparer, Charles a le temps de se reposer un petit peu, et puis c'est reparti. C'était sympa de partager ça ensemble. Et on était dans la course en fait. Merci les gars. Allez, bon, Finis ça bien, fais ça joli. merci. Hein. Merci à toi. Désolé pour vos week-ends et vos vacances. On se voit dans 2 jours. L'arrivée était quand même assez parfaite parce que je crois que ça a été un des seuls jours de soleil de l'année à Brest. 16 nœuds de vent, il est à 30 nœuds, donc attendez à l'apercevoir. Ce bateau, pour toute l'équipe, c'est une fierté. Le mec lâche les chevaux pour la phrase. Il veut faire ça mieux. C'était important pour moi de le faire voler. Moi, je sais que mon point fort, c'est aussi d'avoir ce bateau et cette équipe derrière moi. Tous ces gens de l'ombre, pour moi, ils font un travail remarquable. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I've become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the worst kind of me.